Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, tribune libre, nous serons en compagnie de Piero San Giorgio et nous parlerons des problèmes économiques et du nouvel ordre mondial. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Piero San Giorgio, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, il y a quelque temps, nous avions reçu à ce micro Pierre Hilard, Pierre Jovanovic et d'autres intervenants sur le thème du nouvel ordre mondial et de l'effondrement de l'euro. C'est la première fois que nous vous recevons à ce micro. Quelle est votre perception des choses concernant le nouvel ordre mondial et cet effondrement économique ? Alors, je suis ravi de suivre d'aussi éminents analystes et écrivains. Alors, le nouvel ordre mondial, on le sait, c'est un terme qui nous est apporté par ces élites. Il a été annoncé par George Bush père en 1990. C'est une réalité économique et une réalité structurelle. On voit que nous avons une globalisation qui s'architecture autour, en tout cas le projet est d'être architecturé autour de l'hégémonie des États-Unis. Et de ses propriétaires. Moi, j'aime toujours dire qu'en fait, les États-Unis et certainement le peuple américain ne sont pas responsables de ce processus, mais ce sont les propriétaires, donc des élites, une caste de propriétaires de très grandes entreprises, de membres des services secrets de l'État américain, notamment, mais pas seulement américains. Il y a aussi d'autres pays qui ont des personnes influentes, riches et propriétaires et qui ont du pouvoir et qui font partie donc de ces propriétaires de cet empire américain qui essaie d'étendre depuis la fin de l'Union soviétique son hégémonie sur le monde et clairement a le projet par ce mondialisme, par cette globalisation technique, mais le mondialisme étant en plus une idéologie, oui, d'essayer de dominer économiquement et de détruire par ce phénomène toutes les cultures, les économies des différentes nations et pays dans le monde, que ce soit des pays riches comme les pays européens, mais aussi des pays plus pauvres comme en Afrique ou en Amérique latine et en Asie, pour asseoir ce pouvoir, asseoir cette puissance. Alors ça, c'est un projet qui est, alors c'est pas du complotisme, c'est pas des choses en l'air, hein. Je pense que vous et vos auditeurs le savent. Bien sûr. Ce sont des faits, ce sont des choses qui sont connues, qui sont déclarées par ces gens-là. C'est pas du tout. Moi, dans ma carrière précédente, je suis allé, par exemple, au forum de Davos en tant qu'invité, et j'ai pu rencontrer des gens qui parlaient de cela, tout à fait, en pensant que c'est quelque chose de très bien. De leur point de vue, c'est accumuler plus de richesses, c'est concentrer la puissance, et même par une certaine idéologie, ils pensent que ça fera le bien de l'humanité, puisqu'au fond, eux pensent être des gens qui savent mieux gérer le monde que les autres. Ils considèrent donc que c'est bien normal, comme les nobles dans le temps, de gérer les manants que nous sommes tous. Et c'est assez effrayant parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de pouvoir. Alors, quelque part, est-ce que c'est pas une utopie ? C'est ce que je disais à Pierre Hilard. Dans une famille, ne serait-ce qu'au niveau familial, il y a toujours des conflits, il y a toujours un membre de la famille qui n'est pas d'accord sur tel ou tel point, qui veut pas suivre les autres. Donc, au niveau mondial, on voit ce que ça peut donner. Est-ce que c'est, quelque part, c'est pas un peu de la folie, c'est pas une utopie de croire qu'on va diriger le monde comme ça ? Oui, alors certainement, je pense que toutes les utopies sont un petit peu des petites folies, en tout cas, même à titre individuel. Même les rêves les plus fous sont voilà, on le dit dans l'expression populaire. Et c'est vrai aussi, il faut le dire, et je crois que Pierre Hilard était vraiment un expert là-dessus, il y a aussi des divergences au sein de ces oligarchies et de ces élites autoproclamées, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous, bien qu'ils partagent tous à peu près le même mode de pensée, la même idéologie et un peu les mêmes croyances, avec quelques nuances, il y a quand même des conflits entre eux, parce qu'évidemment, lorsqu'on accumule tant de richesses, il y a aussi de la compétition, il y a aussi de l'ego. Il y a des gens qui disent non, moi je veux être plus riche que toi, moi je veux être le premier homme à dépasser les 100 milliards de dollars de richesse. L'autre dira, moi j'ai le plus grand bateau, moi j'ai un bateau de 200 mètres au lieu de 150 mètres de yacht, par exemple. Moi j'ai connu quelques personnes qui avaient ce genre d'ego qui en fait
avait cette... je pense qu'il y a de la maladie mentale arrivé à un certain moment, parce que quand quelqu'un dit je suis l'homme le plus riche du monde à 80 milliards de dollars de fortune, mais j'ai envie de passer à 100 milliards de dollars, et pour ce faire, je suis prêt à écrabouiller des nations entières et des peuples. Au bout d'un moment, il y a de la folie, c'est de la pathologie psychiatrique, parce que ça c'est complètement fou. Et comment peut-on se regarder dans une glace, sachant qu'il y a des gens qui meurent de faim dans les rues, il y a des pays qui sont à feu et à sang. Où est l'humanité? Probablement, ces gens ne s'en fichent complètement. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans le même monde que vous et moi. C'est-à-dire eux n'ont pas les permis d'essence comme il y a en France. En ce moment même, à l'heure où on parle, eux, vous voyez, ils ne voyagent pas dans les aéroports. Ils n'ont pas besoin de passer les portails de sécurité quand ils voyagent. Ils ont leur avion privé. Ils sont entourés de personnel qui s'occupe d'eux, qui va leur apporter. Ils ont des majordomes dans leur maison, des cuisiniers privés. Moi, je suis allé faire 2-3 visites par hasard à l'époque où je travaillais dans l'industrie du logiciel, chez des gens du niveau de Larry Ellison, Bill Gates, etc., qui sont des gens évidemment plus ou moins connus, mais il y en a d'autres aussi. Ces gens vivent dans une bulle de luxe dont on n'a pas idée. Et même les moins pervers, parce qu'il y a aussi les perversions ensuite individuelles, mais même les on va dire les plus, parce que j'en ai connu qui sont des gens tout à fait bien et tout à fait, mais même eux, ils ont des habitudes quand même assez différentes et lointaines de ce que la personne du commun expérimente. Et malheureusement, et vous l'avez dit, et c'est un peu mon thème de prédilection, c'est que malheureusement, nous sommes dans un monde, et pas seulement dans les pays dits pauvres, on le voit de plus en plus, on le voit chez nous, que non seulement la pauvreté augmente, mais en plus nous sommes au début d'une phase d'effondrement de nos économies, d'effondrement de nos systèmes sociaux, d'effondrement de tout ce que l'on a créé nous-mêmes et nos ancêtres pendant plusieurs siècles. Toute cette prospérité, en tout cas en Europe et en Occident, que nous avons créée, et qui nous a permis d'avoir des vies relativement confortables, surtout les deux générations peut-être nées après-guerre, et même les précédentes en réalité. Eh bien tout ça est en train de s'effondrer. Et le travail de ces gens, et de ce qu'on peut donc appeler le nouvel ordre mondial qui essaie de nous être forcé, est totalement un élément qui crée du chaos, qui est en train d'accélérer ces effondrements. Et je crois que certains d'entre eux, on pourra en reparler de l'effondrement, mais je crois que certains d'entre eux, certaines de ces élites, pensent que par le chaos, par cette destruction, ils vont pouvoir créer un ordre nouveau à partir du chaos. En latin, il y a cette expression ordo ad chaos, je crois. Je ne sais plus de l'expression, le mot latin m'échappe. Mais il y a cette possibilité de croyance chez ces gens-là que, au fond, dans le chaos, on va pouvoir créer un ordre nouveau qui est meilleur, etc. Donc il y a une forme d'utopie, mais qui peut être complètement folle. Le chaos est réel pour nous. On dirait une secte, quelque part. Alors le fonctionnement peut être certainement religieux. Je pense que déjà dans ces élites, il y a des gens qui sont religieux. Il y a des gens qui sont de religion tout à fait connue et identifiable. Après, il est possible qu'il y ait aussi un élément sectaire. Moi, je pense que... Mais alors là, j'ai pas les faits. Là, c'est vrai que si je me lançais là-dedans, ce serait plus effectivement du complotisme, sans être négatif par rapport à ce mot. Mais là, je suis pas un expert de ça. Mais c'est bien possible qu'il y ait une approche religieuse. Oui, parce que finalement, c'est tout à fait le contraire de la démocratie. Leur fonctionnement. Ils aiment pas. Ils connaissent pas. Non. Quand on est très riche, on n'a pas envie que les gens moins puissants aient leur mot à dire. Mais c'est par mépris. Je pense qu'il y a un côté, ancien régime, il y a un côté je suis riche donc je suis noble, et donc le faible n'a pas à parler puisque c'est un larbin, il travaille pour moi, c'est tout. Bien sûr. On ne demande pas son avis à son domestique. Bien sûr. Quel est votre sentiment justement sur ce qui se passe à Paris, partout en France, Nuit debout, les affrontements avec les forces de l'ordre, les blocages des raffineries? Quel est votre avis? Alors, je vois que c'est un symptôme d'un mal très profond qui se trouve en l'occurrence être français en France, mais qu'on retrouve, on le voit dans la campagne électorale aux États-Unis en ce moment, en 2016, avec ces tensions où finalement on voit qu'une grande partie de l'électorat va vers des outsiders, des gens qui ne sont pas du sérail, qui ne sont pas de l'oligarchie. On voit qu'ils vont vers Sanders contre Clinton chez les démocrates. Ils vont vers Trump par rapport aux autres, contre les autres dans la partie républicaine. En France, on voit très bien que malgré des années, des décennies de propagande pour montrer que voilà, la gauche c'est bien et que
voilà, et que la droite c'est pour les entreprises. Et, enfin, on se rend compte qu'en fait c'est pas vrai du tout, c'est qu'ils sont tous au service des mêmes puissants, et que comme la population souffre du chômage d'abord, mais aussi par la bureaucratie et puis par une sorte d'immobilisme, la population au bout d'un moment en a marre. Alors peu importe que l'on soit d'accord ou pas, que l'on trouve bien les mouvements qui ont lieu en ce moment, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que nous avons un monde auquel nous sommes habitués qui est en train de vaciller. À mon avis, irrémédiablement, on reviendra plus vers la prospérité que l'on a connue. Mais que ces symptômes montrent bien que tant chez les jeunes, que les moins jeunes, que chez les ouvriers, que finalement la majorité de la population commence à être exclue du système. Et donc nous avons des risques de plus en plus lourds de troubles sociaux qui ne vont rien arranger d'ailleurs. C'est le paradoxe, c'est que c'est pas parce qu'on bloque une raffinerie qu'on va améliorer la situation. Au contraire, on va rendre la situation plus tendue, et donc la population va sentir... Et moi, ma thèse, c'est que ce sont justement ces symptômes de ce que j'appelle l'effondrement économique, vont amener les peuples, la population, non pas à plus de solidarité et finalement de faire des révolutions, des choses comme ça, et de changer le système et de réfléchir à quelque chose qui fonctionne bien, malgré le fait qu'il y aurait des solutions, notamment chez des gens comme Étienne Chouard et d'autres. Mais au contraire, on va faire ressortir l'individualisme et l'égoïsme des individus dans un monde qui a été façonné de telle manière à ce que tout le monde soit un consumériste, un individualiste, et qu'on voit les gens qui commencent déjà, maintenant où on se parle, je crois qu'on enregistre le 23 mai 2016, on a vu hier des premiers incidents où des gens se tapent à coups de batte de baseball, à coups de poing, pour pouvoir remplir leur bidon d'essence de 20 litres. C'est vrai. Et ça, c'est un symptôme assez nouveau, je crois, en France. On m'a fait remarquer que pendant mai 68, pendant plusieurs mois, il y avait des pénuries d'essence très, très graves. Et donc, j'expliquais, oui, mais la France de 1968, c'est pas la même France. Ah non, pas du tout. Ethniquement, elle était homogène à l'époque, elle est hétérogène aujourd'hui. À l'époque, il y avait une solidarité qui n'existe plus aujourd'hui. Et à l'époque, elle n'était pas aussi urbaine et aussi dépendante et ça, c'est mon grand dada, c'est d'expliquer comment fonctionnent les systèmes d'approvisionnement des villes, notamment à flux tendu pour, bien sûr, l'essence, mais aussi les médicaments, les pièces de rechange, et puis la nourriture. Et donc, à partir du moment où on commence à casser ces systèmes qui ne fonctionnent que parfaitement bien, c'est très binaire. Soit ça fonctionne parfaitement bien, soit ça tombe. Et quand ça tombe, il n'y a plus de nourriture dans les supermarchés, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de médicaments dans les pharmacies. Et là, les gens paniquent. Au lieu de réfléchir et au lieu de se préparer. Et bien sûr, mon travail, c'est d'expliquer aux gens comment se préparer à ce genre de situation pour éviter la panique et des mauvaises décisions qui peuvent amener notamment à être impliqués dans de la violence. Violence qui, on l'a vu malheureusement dans les événements similaires qui peuvent être par exemple au hasard les émeutes raciales de Los Angeles de 1993 ou alors l'ouragan Katrina de 2005 où les gens se sont tués dans la rue pour des haines viscérales ou alors pour avoir accès à des ressources qui considéraient vitales pour eux, notamment de l'eau potable, de la nourriture, etc. Et ça, on va vers ça. Et donc il faut s'y préparer parce que sinon on va être des victimes. Alors vous parliez de 1968. En 1968, il n'y avait pas de chômage déjà. Donc la situation était complètement différente. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Pierre Javanovic, que nous avons reçu ici à ce micro à plusieurs reprises, nous disait depuis au moins 3-4 ans déjà qu'il était grand temps de faire ses provisions. Tout à fait. C'est quelqu'un qui dit des choses très justes. Moi j'apprécie beaucoup Pierre Javanovic. Il serait temps que l'on puisse se rencontrer, faire une émission ensemble une fois. Mais en tout cas, il a raison et c'est vraiment quelque chose, je sais qu'il le dit depuis aussi longtemps que moi dans mes livres. Effectivement, travailler sur son autonomie. Autonomie en cas de crise, c'est-à-dire avoir de quoi tenir 24 heures, 72 heures chez soi, en cas de problème de coupure d'électricité, coupure de l'eau potable, donc avoir un peu d'eau, avoir des lampes de poche, des batteries, avec un peu de batterie de rechange, avoir des couvertures si ça arrive l'hiver et qu'il y a un arrêt du chauffage, de quoi tenir le coup un petit moment. Et puis ensuite l'autonomie un peu plus à long terme, parce qu'on n'est pas sûr qu'on rentre dans un monde où, lorsque cette dégradation de ce qu'on considère normal se met en place, que ça va être remis en place du tout. Et ça, c'est la nouveauté, c'est-à-dire que dans le passé, quand il y avait une inondation, quand il y a une catastrophe naturelle, très bien, on subissait, et ce sont des drames, je ne minimalise pas du tout, ce sont des drames, par exemple, dans une région que je connais bien en Charente,
il y a eu des inondations il y a quelques années, c'était dramatique. Il y a des gens qui ont perdu tous leurs biens, ils ont perdu leur maison, etc. Mais en gros, le fonctionnement de l'économie moderne avec les assurances et puis peut-être, oui, aussi l'aide de l'État, qui encourage les gens d'ailleurs à se préparer à ce genre d'éventualité, eh bien, nous amène à reconstruire notre vie puisque les ressources vont être de nouveau disponibles. Mais si on part dans un chaos beaucoup plus complexe et qu'on a en plus si on ajoute la criminalité prédatrice aujourd'hui de bandes qu'on voit dans les cités françaises, etc., il faut pas le nier, eh bien, là, on risque non seulement de perdre nos biens, mais aussi peut-être de perdre la vie ou de subir des blessures très graves, etc. Dans un monde chaotique. Alors, c'est pas Mad Max. Je veux pas non plus donner l'impression à vos auditeurs que je suis dans l'idée du film hollywoodien où on va arriver c'est pas à ce niveau-là. Mais tout de même, on se rend compte qu'on a des niveaux d'insécurité, des niveaux de pénurie possibles qui sont très lourds. Et donc, il faut pouvoir se préparer plus à long terme. Et d'ailleurs, Pierre Jovanovic le disait depuis qu'il a son émission radio, je crois, qu'il faut avoir, et ça, c'est des choses que j'explique dans mes livres dans le détail, avoir son potager, avoir sa maison peut-être à l'extérieur des villes, loin des villes peut-être, s'organiser en communauté, avoir son eau, avoir sa nourriture, le plus d'autonomie possible, pourquoi pas des panneaux solaires pour générer son électricité, et aussi, je dirais, aller plus loin, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se sortir de ce cercle vicieux infernal en anglais on appelle ça le rat race, c'est la petite souris qui court dans la moulinette. Vous voyez que souvent on a que les gens qui ont des petites souris ou des hamsters ont. En fait, notre vie c'est souvent un peu ça. On court pour rester sur place, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir payer nos impôts et vivre un mode de vie qui est de plus en plus aliénant. C'est métro, boulot, dodo, plus impôts. Et en fait, c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'être des hommes libres. Bien sûr. Pas d'être du bétail pour l'État. Et pour les propriétaires de l'État, encore une fois. La vie, c'est autre chose que d'être enfermé dans des petites maisons, des petites voitures, des petits bureaux. La vie, c'est peut-être aussi être à l'extérieur, voir ses enfants, rencontrer ses amis. L'être humain, il n'est pas fait pour le mode de vie tel qu'on le vit aujourd'hui. Alors bien sûr, pendant un certain temps, c'était acceptable pour la plupart des gens, parce qu'on nous donnait du plaisir, on nous donnait une sexualité facile et accessible à tout le monde, relativement tout le monde très facilement. On nous donnait de la bouffe, on nous donnait des jeux, du pain et des jeux, selon le Romain Panem et Tyrcénès. Mais quand on est en train de nous retirer ceci, parce qu'encore une fois, il y a des phénomènes très lourds, sous-jacents à l'économie qui sont en train de se défaire, et qui ne permettent plus cette prospérité telle que nous l'avons connue les 50 dernières années, à ce moment-là, les gens vont être forcés à retrouver un mode de vie différent. Moi, je pense qu'à terme, il sera beaucoup plus sain et plus équilibré pour l'être humain, mais la transition, elle risque d'être redoutablement violente et difficile. Alors, vous avez écrit un livre, Rue Barbare, Survivre en ville. Quel est le principal message de ce livre et comment survivre en ville par les temps de révolte? Et est-ce que, pour certains, ceux qui peuvent, est-ce qu'il n'est pas préférable de quitter la ville? Oui, alors c'est exactement le thème du premier chapitre de ce livre. Alors, peut-être je vais vous dire, j'ai écrit 4 livres. Alors, le premier, c'est Survivre à les fondements économiques. C'est-à-dire quels sont les sous-jacents très lourds qui font que, effectivement, nous devrions avoir cette autonomie et que, de préférence, elle est évidemment plus facile dans des zones plutôt agricoles ou de montagne ou loin des grandes villes. Et puis, le deuxième livre que vous avez mentionné, Rue Barbare, que j'ai coécrit avec un survivaliste américain, qui s'appelle Vol West, eh bien, nous a fait réfléchir à, beaucoup de nos lecteurs sont dans une ville et ne sont pas capables, ne veulent pas ou ne peuvent pas déménager comme ça pour des raisons souvent professionnelles, ne peuvent pas bouger dans les Pyrénées, dans le Cantal ou en Normandie. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller non plus dans le centre de la France, mais on se comprend. Et qui me disent, mais comment est-ce qu'on fait en ville? Alors, on s'est forcé à dire, alors en ville, on peut le faire. Alors, je précise, dans le premier chapitre du livre, on dit, c'est quand même mieux d'aller à la campagne, mais si vraiment on ne peut pas faire autrement, qu'est-ce qui nous permet en ville de tenir le coup au niveau de l'eau, la nourriture, les médicaments, le chauffage, les relations avec les autres, avec ses voisins, quoi faire en cas d'urgence, comment se défendre. Et donc on explique dans ce livre, pour le citadin, pour l'urbain, et malheureusement nous sommes dans un monde où l'urbain c'est 95% de la population, puisque même beaucoup de gens qui habitent dans les campagnes,
qui pensent vivre dans une campagne, en réalité, ils ont un mode de vie urbain parce qu'ils vont au supermarché, ils ont besoin de leur voiture, et donc ils sont dans les mêmes contraintes qu'une personne qui habite peut-être au centre-ville d'une agglomération. Et donc, ce livre nous permet d'aller plus loin. Et puis, j'ai complété ce livre par un troisième qui parle des femmes, donc spécifiquement comment les femmes peuvent se préparer aux crises qui sont en train d'arriver, en sachant qu'elles sont en général les premières victimes des crises économiques et aussi de la violence. Et puis j'ai un quatrième livre qui sort dans quelques semaines, que j'ai coécrit avec un ancien responsable du GIGN, donc du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, sur les risques nucléaires, biologiques, chimiques, qui sont en plus dans un monde à haute technologie comme le nôtre, qui s'ajoutent à tout le reste, c'est-à-dire que dans le cas d'une crise lourde, par exemple, mais aussi en cas d'accident, qu'est-ce qui va se passer avec toutes les centrales nucléaires? Qu'est-ce qui va se passer avec les laboratoires qui ont aujourd'hui encore des armes bactériologiques, y compris en France? Qu'est-ce qui va se passer avec les stocks de produits chimiques que l'on a dans toutes les villes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aussi se prémunir contre ça? Alors effectivement on peut, et donc voilà, j'essaie par mes livres de donner une marche à suivre. C'est pas simplement de dénoncer les problèmes, c'est surtout de donner des solutions simples, accessibles si possible, pas trop chères, pour dire aux gens, voilà, si vous devez vous barricader chez vous parce que dans votre quartier il y a des jeunes qui cassent tout, voilà ce que vous pouvez faire. Si tout d'un coup vous vous rendez compte que les banques sont fermées, comme ce que préconise très justement Pierre de Jean-Louis, c'est un risque qui nous pend au nez demain matin. Enfin, c'est ce qu'il dit. Si les bancomates s'arrêtent et que personne ne distribue des billets de banque, comment on va faire pour faire du troc? Comment on va faire pour vivre? Et est-ce qu'on arrive à tenir au moins une semaine, 2 semaines chez soi pour manger, se laver, boire? Ce sont des choses qui semblent... Il y a 10 ans, tout le monde me traitait de fou quand je parlais de choses comme ça. Aujourd'hui, plus personne ne me traite de fou. Au contraire, on me dit, ah oui, bon, alors peut-être c'est excessif. Mais moi, je dis, oui, mais il vaut mieux être prêt à quelque chose qui n'arrive pas plutôt que de se trouver dépourvu lorsque ça arrive. Quels sont les risques bactériologiques et nucléaires qui pourraient arriver? Alors c'est un très vaste sujet évidemment, mais pour faire simple, tout d'abord, c'est que en fait, sur le coup, il faut rassurer la population, c'est-à-dire que il y a des risques d'accident, il y a des risques de guerre, c'est possible. Donc dans une guerre, on peut utiliser des armes qui sont nucléaires, bactériologiques, chimiques. Le risque d'accident est le plus fréquent, parce que ça arrive. Il y a des accidents nucléaires, il y a des accidents chimiques, il y a des épidémies biologiques. Donc tout ça, on l'explique en relativisant la réalité du risque, en disant ça arrive tous les jours, mais heureusement, c'est pas très violent, c'est pas très fréquent, et donc on met une sorte de barème en disant voilà ce qui est probable et voilà ce qui est plus ou moins dangereux, et on essaie d'expliquer quels sont les scénarios. On essaie surtout d'expliquer aux gens parce que il faut encore savoir comment on identifie un problème d'épidémie ou un problème d'empoisonnement ou un problème de radiation. C'est pas, on le renifle pas comme ça. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut savoir identifier, soit avec des instruments, soit simplement parce qu'on a un minimum de connaissances. Et puis, se protéger, c'est surtout savoir éviter les zones où il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personnellement, je ne pense pas que c'est bien d'habiter très près d'une centrale nucléaire. Alors, en France, vous en avez beaucoup. Je pense qu'à moins de 30 km d'une centrale nucléaire, c'est pas très sûr, par exemple. Après, vous avez encore aujourd'hui des ingénieurs compétents, des systèmes de sécurité qui fonctionnent, qui rendent les risques d'accidents dans les centrales nucléaires françaises franchement très improbables. Mais enfin, c'est une gestion de risque, donc ça se travaille. Quoique je viens de faire une émission avec Sortir du nucléaire qui me disait qu'on risquait un Fukushima à tout instant. C'est intéressant de discuter. Alors le risque est là, il ne faut pas le nier, je ne le dis pas du tout. Mais simplement, il faut aussi savoir rester dans la pondération du risque et puis déterminer qu'est-ce que c'est que... Alors un Fukushima est plus possible qu'un Tchernobyl. Un Tchernobyl, c'est quasiment impossible. Mais ou certainement une explosion nucléaire, c'est évidemment totalement impossible. D'une centrale, une centrale ne peut pas exploser comme une arme nucléaire, c'est pas du tout la même chose. Mais un Fukushima, oui, techniquement c'est possible. Maintenant, à mon avis, c'est pas très probable. En revanche, alors ça c'est important de le dire, dans tous ces domaines très techniques qui touchent les laboratoires et les hôpitaux qui traitent les soins, par exemple pour tout ce qui est épidémie, bactériologie, etc., les industries chimiques, etc., on a vu qu'il y a des accidents chimiques comme Seveso en Italie, Bhopal en Inde, et puis on a eu AZF à Toulouse en France, etc. Et
puis le nucléaire, eh bien, il faut des systèmes de sécurité qui sont basés sur des ingénieurs extrêmement compétents, présents et qui travaillent. Et la question qui se pose, c'est en cas de crise économique qui devient de plus en plus longue et structurelle, avec de plus en plus de chômage, mais aussi des pressions économiques qui font qu'on baisse les budgets de sécurité et qu'on baisse la formation. On voit dans le nucléaire, par exemple en France, où de plus en plus, EDF, pour pas le nommer, embauche des Roumains qui coûtent beaucoup moins cher que des ingénieurs français. Alors moi j'ai rien contre les Roumains, ce sont des gens très bien, ils sont très bien formés, mais est-ce qu'à terme, on va pas ensuite prendre des Indiens ou des Pakistanais ou je sais pas qui, et avec des risques. Bon, le terrorisme, c'est pas tellement le risque aujourd'hui, mais enfin, ça pourrait le devenir. Mais simplement les risques de compétences avec des systèmes de sécurité bâclés où on dépense moins d'argent pour faire du profit ou pour simplement rester concurrentiel. Et puis après, si on a une grosse crise et que personne ne va à la centrale nucléaire pour la faire fonctionner, est-ce qu'on est capable de l'arrêter correctement? Est-ce qu'on est capable de l'arrêter en cas de panne d'électricité majeure en Europe? Là, toute une série d'effets dominos se mettent en place qui peuvent créer des situations dangereuses. Surtout, je pense surtout au problème de stockage de produits chimiques. Ça, qui sont assez fréquents dans les grandes villes. Il y a beaucoup d'endroits, on le voit pas très bien, mais il y a quand même beaucoup d'endroits dans les grandes villes. Je pense à Lyon, mais pas que Lyon, Bâle en Suisse. Il y a beaucoup d'endroits où même des stocks de produits chimiques peuvent, au niveau d'un quartier, au niveau d'une petite zone dans une ville, causer des dommages extrêmement mortels. On a vu à Bhopal où il y a eu des milliers de morts avec des choses simples, du gaz de chlore, c'est mortel. Donc, et ça, on en a beaucoup dans nos pays. Donc, pour l'industrie chimique. Donc, il faut faire très attention à ces choses-là. Et donc, ça demande, on demande à nos lecteurs de dire, regardez autour de chez vous, où vous habitez, est-ce qu'il y a des industries chimiques? Ça fait partie de peut-être quelque chose qu'on a oublié de faire, c'est-à-dire d'être curieux de avec qui on habite, qui sont les populations autour de nous, quels sont les risques, y compris donc les industries. L'accident industriel est plus risqué que la guerre, à mon avis, dans ce domaine-là, par exemple. Donc ça c'est un livre, je pense qu'il est vraiment très intéressant. Vous viendrez nous en parler. Mon dernier petit bébé, alors tout content et fébrile qu'il sorte. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Piero San Giorgio. Alors, vous le voyez comment, cet effondrement? Parce que tout le monde dit, nous sommes dans une période de transition et il faut que ça passe. Et après, on va repartir sur d'autres concepts, j'espère, beaucoup plus positifs. Vous voyez comment cette transition ou cet effondrement? Le souci fondamental, c'est que nous étions, il y a un siècle, un monde avec 2,5 milliards d'habitants. Nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards. Les Nations Unies nous annoncent 10 milliards pour 2050. On n'est pas très sûr, parce que je crois pas que quelqu'un compte vraiment combien de gamins naissent en tout cas on nous dit qu'en 2100 il y aura 4,5 milliards d'Africains. Bref, la population elle est beaucoup plus nombreuse et donc ça nous amène toutes sortes de pressions, de tensions sur le climat, sur les énergies, sur les ressources, l'utilisation des ressources augmente. Et puis dans les populations à faible reproduction, on va dire comme l'Europe ou une certaine partie de l'Asie ou de l'Amérique du Nord, on se reproduit moins, certes, on est certainement, on importe une immigration massive dans une zone où il n'y a plus le plein d'emploi, donc c'est complètement stupide d'un point de vue même économique, mais surtout, nous consommons et nous produisons des déchets, de la pollution, à une manière considérable, bien plus grande que nos grands-parents. Ouais. Et ce progrès, entre guillemets, je mets vraiment entre guillemets, et sur lequel on nous pousse à faire des sacrifices en disant mais vous allez voir, il faut encore plus de richesse, il faut plus de croissance. Or, on est dans un monde où les ressources, elles sont limitées, on ne peut pas avoir de la croissance infinie. Donc ça, c'est vraiment un discours auquel j'adhère, qui est un discours assez important dans l'écologie, et c'est peut-être le seul qui est utile et intéressant dans l'écologie, c'est-à-dire de dire mais au fond, il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus raisonnable et conservateur. Par exemple, pour moi, l'écologie, c'est un mouvement de droite, c'est pas un mouvement de gauche, c'est un mouvement conservateur et qui nous dit il faut essayer de conserver le monde, l'environnement, non pas parce que c'est une entité en soi, mais c'est parce que c'est l'environnement qui nous permet de vivre et de vivre bien, d'avoir l'air pur qui nous permet de respirer correctement, d'avoir
des animaux, de la nourriture végétale, animale de qualité. Aujourd'hui, on voit qu'entre le poulet de batterie lavé à l'eau de javel et les monocultures intensives remplies d'engrais et de pesticides, on est en train de mourir de notre propre alimentation. Oui, tout à fait. Vous avez déjà interviewé un Gilles Lartigot qui a écrit... Oui, il est passé ici, je l'ai eu en interview. Très bien. Ouais. Et il explique très bien les problématiques liées à la nutrition, liées au mode de vie, etc. Ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, moi, je suis pas sûr, quand on parle de transition, on essaye de nous faire... En tout cas, vous aviez commencé cet entretien avec le Nouvel Ordre Mondial. Oui. Moi, je suis pas certain que le Nouvel Ordre Mondial et surtout les gens qui le représentent veulent nous faire transitionner vers quelque chose... Ah, c'est pas eux qui veulent nous faire C'est pas eux qui veulent nous faire transitionner. Non. Je pense qu'ils veulent nous faire transitionner vers l'esclavage, oui, c'est sûr. La transition totale et la mort. Et l'extermination littérale, parce qu'on est trop nombreux pour eux. Sans quoi ils n'ont pas forcément tort d'un point de vue logique, mais enfin, moi ça me fait une belle jambe de savoir que on va me mettre dans un train pour les prochains camps d'extermination qu'ils vont mettre en place. Ou que le camp d'extermination, il est déjà là et puis simplement on va nous donner un cancer. Ce sera plus les chambres à gaz, ce sera les cancers. Donc, comme l'explique bien Claire Séverac. Alors, en revanche, la transition positive, c'est-à-dire de dire, bon, finalement, passer dans un monde où on va moins utiliser les ressources, on va peut-être découvrir plus un bonheur lié à un mode de vie. Au partage, le partage, déjà. Alors, le partage, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre le partage en soi. Moi, je pense que le partage, s'il est volontaire, il est positif. Moi, j'aime pas le partage qui m'est imposé par l'État. Ah oui, bien entendu. Que l'obligation de payer les impôts, c'est quelque chose qui m'énerve. Mais surtout pour voir comment ils sont utilisés. Mais enfin, l'idée qu'on puisse avoir des communautés peut-être plus rurales, qui excluent pas l'utilisation des technologies de pointe, qui excluent pas le confort, qui excluent pas les progrès, les vrais progrès de l'humanité qui sont dans une certaine manière la médecine, qui sont aussi dans une certaine manière la redécouverte des médecines naturelles. Les énergies renouvelables. Des énergies renouvelables et à bon escient, sans faire, je veux dire, remplacer, mettre des éoliennes partout, c'est pas non plus la solution. Il faut simplement aussi comprendre qu'on doit utiliser moins d'électricité, on n'a pas besoin de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est peut-être une bonne solution. Mais, encore une fois, nous sommes 7 milliards et demi. Et que nous n'avons visiblement pas des gouvernements et des autorités qui sont dans la même logique. Au contraire, elles sont dans une logique plus d'exploitation et d'extermination. Et je pèse mes mots quand je dis extermination. Et donc, c'est un travail que nous devons faire, nous, en tant qu'individus, en tant que groupes familiaux, quartiers, petites villes, où la sensibilité peut-être des élus locaux peut être influencée de manière positive. Donc on a tout un travail à faire au niveau local. Je pense au mouvement des villes en transition, je pense au mouvement peut-être d'écologistes raisonnables, des gens locaux qui font du travail concret, qui ne sont pas dans la politique politicienne, mais qui font le travail pour transformer une partie par exemple, dans beaucoup d'endroits, il y a des initiatives pour que les élèves des écoles, à partir de l'école primaire, puissent travailler sur des petits lopins de terre à côté de leur école pour apprendre à faire pousser des carottes, des tomates, et comprendre que ça ne vient pas du supermarché dans des barquettes en plastique, et que ça demande du travail, et que on réapprend à connaître ce que c'est que la terre, ce que c'est que la nourriture, et ce que c'est que la santé, par l'effort physique. Ça, c'est beaucoup plus important que les téléphones avec les jeux et l'addiction à ces drogues électroniques ou autres. Et là, on peut le faire, et aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives dans ce sens qui sont toutes individuelles. Il ne faut pas compter sur l'État et les gouvernements, il faut le faire nous-mêmes. Il faut se bouger les fesses et simplement le faire. Ma seule crainte, c'est que ça, c'est une minorité des gens, malheureusement. La majorité des gens restent dans un paradigme, bien qu'ils se réveillent petit à petit, mais restent dans un paradigme de consommation, d'individualisme, et en réalité d'une grande violence. Et que, surtout parce que nous avons transformé nos sociétés en des sociétés extrêmement hétérogènes, le jour où il y a des tensions, le jour où par exemple l'État fait faillite et ne peut plus payer les allocations à une grande partie de la population qui n'a vécu que de ça depuis des générations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ça risque d'être dangereux. Hein. Ah non, mais ça va être la guerre ethnique. Ça va être, mais là, c'est pas voter Front National ou je sais pas quoi qui va résoudre. Là, ça va être la guerre. Ça va être la radia, ça va être des pillages, ça va être la mort. Et ça, il faut aussi se préparer sans être ni angélique d'un côté, ni être en guerre. Il faut savoir être réaliste, il faut savoir se préparer physiquement, utiliser dans le cadre de la loi tout ce qui nous permet de savoir nous défendre et se préparer, y compris en constituant des groupes d'autodéfense dans les villes, dans les quartiers, dans les villages, entre amis, parce que ça va devenir chaud. Est-ce qu'on peut craindre la guerre civile?
Oui, je pense que le mot n'est pas trop faible. Je pense je pense que c'est ce qui nous risque, mais pas simplement. Je pense qu'on va vers une guerre civile globale. On risque d'avoir dans tous les pays cet effondrement avec une guerre civile qui ne sera pas. C'est pas deux camps, c'est pas gauche-droite, immigrés, français. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout sur ces lignes qui sont un peu fantasmées pour beaucoup de gens. En revanche, ça va être je suis d'un quartier et je suis d'une ethnie et je vais aller piller les ressources de l'autre quartier ou de l'autre ethnie. Et en fait, c'est la guerre des gangs comme on peut la voir dans certaines villes en France ou dans d'autres pays. Par exemple, à Marseille où on a des conflits pour du territoire et pour des ressources qui sont du deal de drogue, par exemple, entre des personnes d'origine des Comores contre des mafias tchétchènes, contre des mafias georgiennes, contre des mafias algériennes. Et ces groupes, lorsque les choses vont mal et que l'État disparaît, ils vont prendre le dessus. Moi, je suis d'origine italienne. Je sais ce que c'est qu'à Naples, les combats entre les différentes mafias qui se partagent les quartiers, mais aussi il y a des mafias comment on appelle ça, les zingari, en France vous appelez ça les gens du voyage, mais il y a des mafias de ces ethnies-là, il y a des mafias de tous les pays du monde maintenant mélangées. Parce qu'on a aussi importé les mafias africaines, les mafias sud-américaines, asiatiques, etc. Donc on a un potentiel d'explosion vraiment très très grand et d'extrême violence. Et il faut qu'on se prépare parce que on peut pas admettre d'être esclave de ces gens-là non plus. Non, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait parler des solutions ? Oui, c'est ce qui est positif et ce qui nous permet de travailler de manière les solutions, à mon sens, elles viennent dans ce travail d'obtenir, dans cette quête de l'autonomie et de l'indépendance, qui sont les seuls garants de la liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être libre si on est dépendant du supermarché pour notre nourriture, si on est dépendant du pompiste pour notre travail, si on est dépendant de ceci ou cela. On doit tendre vers l'autonomie. Alors c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours, c'est le travail d'une vie, c'est constant. Nos grands-parents qui travaillent leur potager, ça s'arrête pas, ils doivent le faire chaque année, donc il y a des cycles. Et cette autonomie, donc moi je l'explique dans mes livres, elle se base sur 7 éléments qui sont l'eau, donc comment est-ce qu'on peut devenir autonome pour l'eau, récupérer l'eau de pluie, avoir un puits, une source, etc., la filtrer, la rendre potable, la rendre douce, etc. La nourriture, est-ce qu'on est capable d'être autonome pour la nourriture, est-ce qu'on fait de l'élevage, est-ce qu'on fait un potager, alors encore une fois, c'est pas forcément à 100%, mais si on pouvait avoir ne serait-ce que 20 ou 30% d'autonomie alimentaire, en cas de crise, c'est toujours ça de gagner. Ouais. Ce que faisaient nos grands-parents, encore une fois, ils stockaient, ils faisaient leurs conserves, ils produisaient un petit peu tout le monde avait son petit lopin de terre. Encore aujourd'hui, il y a des jardins ouvriers dans les villes françaises. Il faut relancer cette tendance. C'est en train de se faire, donc ça c'est bien. Ensuite, il y a bien sûr la santé. Est-ce qu'on est capable de, au maximum, prévenir les maladies, être en bonne santé par l'exercice physique, par de la prévention, par des médecines douces et naturelles, par l'automédicamentation. Est-ce qu'on peut éviter au maximum les chirurgies, le chimique, et privilégier justement tout ce qui nous permet de nous soigner de manière simple et sans des effets à long terme, et éviter les maladies chroniques. Là aussi, il y a des maladies de civilisation qui, en changeant de mode de vie, peuvent disparaître. Ensuite vient l'énergie, donc effectivement, est-ce que nous sommes capables de produire, d'abord, de consommer moins d'énergie, et puis de produire nous-mêmes notre propre énergie. Alors là, on a la technologie dans les panneaux solaires, les micro-éoliennes, on a même pour les gens qui habitent à la campagne, des hydroliennes, donc qui sont capables de générer une sorte d'hydroélectricité. Alors là aussi, on ne parle pas de millions de kilowatts, mais savoir générer 2 ou 3 kilowatts dans une famille, c'est déjà la garantie d'avoir un minimum de confort, faire tourner une machine à laver, faire tourner parce que je veux pas non plus dire aux gens, voilà, vous allez tout faire à la main. Bien sûr. Là, on revient, d'abord, nos épouses, elles vont nous détester si on leur demande de refaire la vaisselle et faire la lessive. Prendre des machines pour faire ça, c'est très bien. Mais enfin, avoir un peu d'électricité, un peu de lumière, et des choses simples. Puis viennent les connaissances. Est-ce que, finalement, être un vendeur d'assurance ou un vendeur dans un supermarché, c'est le garant d'un métier pérenne? Moi, je crois pas. Je pense que, ou même avocat ou ministre. Enfin, ils n'ont jamais travaillé les ministres, c'est autre chose. Mais enfin, si on apprend à avoir un métier manuel qui peut être tout à fait source d'intelligence et de choses intéressantes, on peut aussi apprendre à travailler, par exemple, le bois, l'ébénisterie, la menuiserie, travailler la terre, la mécanique, réparation et fabrication de vélos. Il y a énormément de métiers. Franchement, pour les jeunes aujourd'hui, il y a une quantité de métiers incroyables qui, eux, n'auront pas le chômage et vont servir justement dans des nouvelles formes de société tout le temps parce qu'ils seront utiles.
On a toujours besoin d'un bon plombier, on a toujours besoin d'un électricien, on a toujours besoin... Mais en revanche, le vendeur d'assurance, c'est pas sûr. Oui, tout à fait. Et puis, ensuite vient là. Donc ça, ce sont les connaissances nécessaires, les métiers qu'on doit réapprendre. Puis vient la défense. Donc, est-ce qu'on est capable de se défendre? Donc là, il y a toute la panoplie donc de la défense qui commence d'abord mentalement. Le fait de comprendre qu'on a non seulement le droit, mais le devoir de nous défendre. Chaque fois qu'on se défend, on dissuade quelqu'un de recommencer. Oui. Donc chaque fois qu'un jeune ou qu'un groupe de jeunes nous emmerde, il faudrait les tabasser, quoi, pour qu'ils arrêtent de tabasser les gens à leur tour. Donc, mais bon, ça c'est un travail qui est long et qui demande. Et on nous a aussi appris de ne plus d'être docile de ce domaine-là. Moi, étant en Suisse, nous sommes un pays avec encore cette armée de milices où le citoyen est un citoyen soldat, et donc on a une culture de la défense assez forte encore. Peut-être quelque chose qui peut être appris par d'autres cultures. Ensuite vient le lien social, enfin le 7e point, qui à mon sens est le liant de tout, c'est-à-dire que on peut pas réussir à faire cette transition tout seul. On doit travailler en groupe, on doit travailler avec d'abord notre famille, puis nos amis, puis nos voisins, et puis pourquoi pas agir localement, comme je le décrivais tout à l'heure, dans la politique locale, au sein d'associations ou de petites collectivités, et de faire ces changements ensemble. Moi, je suis pas dans l'idée de on va sauver tout le monde, parce que je crois qu'on n'y arrivera pas, c'est trop tard. Mais en revanche, on peut, en tout cas, changer les mentalités autour de nous. On peut montrer l'exemple. Il faut surtout pas, ça c'est l'erreur souvent du collectivisme, c'est de dire, j'attends que tout le monde qui a un projet de groupe. Non, il faut d'abord faire soi-même le travail, et puis les autres vont venir et vont apporter leur travail et vont s'agglutiner à ce projet. Elle prend le train en marche. Il y aura toujours la place pour des gens supplémentaires qui travaillent et qui sont de bonne volonté. Et puis on va retrouver le goût du travail bien fait. Enfin, je veux dire, dans votre pays, en France, vous êtes un des pays les plus avancés du monde pour la qualité des ouvriers, la qualité du savoir-faire, qu'il soit agricole, qu'il soit artisanal. C'est un des pays dans le monde qui a longtemps et qui brille encore pour son savoir-faire. Mais c'est en train d'être détruit et il faut au contraire reconstruire et retrouver cela dans le local, non pas en pensant je vais faire de l'argent. On va déjà survivre, on va déjà bien vivre, on va déjà avoir du bonheur en travaillant avec les gens qu'on aime bien. Et puis après on verra. Mais pour l'instant, je pense qu'on doit redécouvrir ce savoir-faire qui existe encore, mais qui est en voie de disparition. Donc on doit le faire revivre. Donc en gros c'est ça. Alors vous donnez des conférences? Oui, alors de moins en moins, mais je donne des conférences un petit peu à travers le monde, puisque mes livres sont traduits en beaucoup de langues en fait, en russe, en arabe, en italien. Donc là j'ai quelques conférences qui arrivent. Alors en France peu, parce que je sens l'hostilité non pas de la population, bien au contraire, mais je sens l'hostilité du gouvernement par rapport à des gens qui comme moi essaient d'une part donner l'alerte, mais aussi d'apporter des solutions qui sont peut-être moins basées sur le système actuel. Et donc quelqu'un qui veut changer un peu les choses. Alors, bien que techniquement, je ne veux pas changer moi-même les choses, mais je veux inciter les gens à faire le travail et inspirer les gens autour d'eux. Mais ça, en fait, c'est très mal vu parce que justement, c'est aller contre ce nouvel ordre mondial, c'est aller contre l'impérialisme, si on veut, qui est en train de se mettre en place. C'est aller contre cette hégémonie de l'esclavage. J'aime pas utiliser le mot capitaliste parce que il a été dévoyé, mais enfin, il y a un peu cette hostilité. Je sens l'hostilité des autorités, bien que les corps constitués de l'État, j'ai énormément de lecteurs dans la police, dans l'armée, dans la gendarmerie, qui viennent toujours à mes conférences. Mais enfin, on sent bien qu'au niveau de l'État, des gens comme moi, et je suis de loin pas le pire de leur point de vue, ça fait un peu grincer les dents. Donc je suis pas sûr que. Donc je préfère éviter les ennuis. J'en fais de moins en moins, mais j'en fais quand même quelques-unes. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Et pourtant, on le voit, on le constate tous les jours sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens maintenant qui veulent changer les choses, qui veulent reconstruire, qui veulent inventer, qui veulent tout changer. Et ça, c'est inéluctable et on le voit, ne serait-ce que au niveau de la nourriture bio. Il y a 5 ans ici, on n'entendait pas parler bio ou très peu. Aujourd'hui, moi j'ai un magasin, il y avait Pam qui Vive il y a 2 ou 3 ans dans ce magasin, et maintenant il y a des caisses supplémentaires, c'est toujours plein. Donc on voit bien que les choses changent, les attitudes des gens sont en train d'évoluer. Oui, moi je le vois. Justement, vous avez mentionné des gens comme Gilles Lartigot, Pierre Hillard. Comme moi, ce sont des gens qui en plus vendent énormément de livres. Moi j'en suis à plus de 100 000 livres vendus. C'était impensable. Jamais on pensait qu'on allait en vendre 3000.
du premier bouquin. Et que jamais ça allait avoir autant de traction dans la population. Ah ouais. Et c'est aussi ça, je pense, que justement l'État commence à observer d'un mauvais œil, parce qu'ils se disent, oula, il y a des changements qui vont pas dans le sens de la propagande qu'on voudrait mettre. Et aussi, il faut le dire, heureusement qu'il y a des médias comme le vôtre, qui font un travail de réinformation, qui essayent de dire la vérité aux gens, en tout cas qui font parler des auteurs, des penseurs, des acteurs qui sont peut-être non conformes par rapport à la doxa et aux médias, je dirais, qui est franchement de propagande, que l'on voit aujourd'hui. De toute façon, plus personne ne lit les journaux, plus personne ne regarde la télévision. Ah non, c'est vrai. On a bien compris que c'est faux, que c'est des mensonges. Donc, au bout d'un moment, les gens, ils sont pas idiots. Ils vont de plus en plus, en masse, ils vont sur les réseaux sociaux. Ils font le travail de recherche. Et ensuite, ils apprennent à trier le juste, le faux, le vrai, le farfelu. Très bien. Et puis, ils se font leur avis et ils pensent par eux-mêmes. Et moi, je pense qu'une des premières phrases que j'ai mis dans mon bouquin, c'est de dire, d'ailleurs, ne croyez pas à ce que je dis, ne croyez pas à ce que j'écris. Pensez par vous-même. Réfléchissez par vous-même. Parce que vous devez être convaincu de et vous devez être actionnaire à 100%, si je peux prendre cet exemple boursier. Mais chacun d'entre nous est 100% actionnaire de soi-même. On doit être acteur, bien sûr, en étant responsable de nos conséquences, des conséquences de nos actes, mais nos actes, ce sont les nôtres. Ce ne sont pas ceux qu'on nous a mis dans la tête par des médias, par de la propagande, par de la publicité, tout à fait. Ou par de la manipulation, ou de l'ingénierie sociale. Mais tous les gens s'éveillent, même au niveau médical, ils se soignent eux-mêmes, ils trouvent des solutions. Enfin, moi, je vois ça tous les jours. Je me dis, c'est incroyable. Quand même, là, le côté positif, il est présent, et on voit bien que les gens sont en train de se réveiller. Ils ne marchent plus dans les combines. Hein. Ils ne marchent plus dans les combines. Ils veulent même plus entendre parler des médias. On doit rester positif. On doit prendre conscience que la situation, elle est dramatique, elle est très dure, que les risques auxquels on va faire face sont potentiellement des risques de vie ou de mort. Mais on doit rester positif dans l'action et dans ne pas se morfondre, ne pas être dans la déprime. D'ailleurs, la plupart des gens, une fois qu'ils ont compris comment fonctionne le monde, ils arrêtent de déprimer et ils bougent. Et c'est ce qui nous permet de reconstruire notre monde. Et finalement, ce que je dis toujours, c'est de faire sécession de ce système qui est à la fois corrompu et corrupteur dans lequel on vit. Et pour beaucoup d'entre eux, moi je suis né au début des années 70, ça a été difficile d'en arriver à ces conclusions parce qu'au fond, on nous avait vendu un monde meilleur, surtout après l'effondrement de l'Union soviétique. Or, ce qu'on a acheté en fait, c'est pas un monde meilleur, c'est un monde d'esclavage. Et donc, il a fallu faire vraiment un travail sur soi-même, et je sais que je suis passé par une phase de dépression au début des années 2000, pour s'extraire de ce monde où, bien sûr, moi j'avais la chance, j'avais un boulot de directeur de haut niveau dans les grandes entreprises, je gagnais très très bien ma vie, et donc de faire un pas en arrière en sacrifiant du revenu et donc de la richesse facile, en tout cas facile pour moi, pour peut-être un mode de vie qui est moins rémunérateur, moins confortable, mais qui donne énormément de liberté. Et en fait, avec du recul, moi et mes enfants et ma famille, en tout cas, on a vraiment gagné au change parce qu'on a une vie bien plus agréable et remplie de choses vraies et pas simplement d'obsession du nouveau gadget électronique ou de drogue ou c'est sans intérêt, d'aliénation. Sans intérêt. En fait, ici en France, une certaine population voudrait se débarrasser du gouvernement, ils le disent tous les jours, et ils voudraient une démocratie directe. C'est ce que propose Étienne Chouard. Comment vous le voyez, vous, cette démocratie directe? Alors, évidemment, étant suisse et vivant dans peut-être le seul dernier pays où il y a encore une démocratie directe, et donc une démocratie, et je précise, certes imparfaite, clairement, l'idée d'Étienne Chouard, et c'est pas le seul, mais je pense que c'est quelqu'un d'adorable et de vraiment, qui a une approche très saine, et j'encourage vos auditeurs, s'ils ne le connaissent pas, vraiment à aller écouter ce qu'il dit et ce qu'il fait. Cette démocratie directe, au fond, c'est admettre que l'on fait confiance à la population, de savoir ce qui est bon pour elle. Alors, ça paraît une évidence, mais en fait, l'idée même de la République représentative, comme en France et comme dans la plupart des, entre guillemets, démocraties du monde, c'est que parce qu'il y a des représentants, ces gens ne sont intéressés que par nous vendre leur élection, en nous promettant de belles promesses, et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent.
Et en gros, ils obéissent à leurs propriétaires, encore une fois, à ceux qui les achètent, à ceux qui les achètent soit directement, soit qui les font chanter, parce que vous savez bien que depuis maintenant près de 40 ans, les États-Unis écoutent et espionnent toutes les communications téléphoniques et Internet. Et j'ai travaillé dans ce domaine, donc je sais très bien de quoi je parle. Ouais. De tout le monde. Non pas parce qu'ils sont intéressés à ce que nous avons à nous dire, mais simplement parce que le jour où vous devenez influent et important, ils vont venir vous ressortir « Ah, mais vous, monsieur, vous aimez bien les petits-enfants, les petites filles, ou vous avez des maîtresses, ou vous avez touché des pots de vin par-ci, par-là. Alors maintenant, on va vous faire chanter, vous allez faire ce qu'on vous dit. Et vous allez filer des contrats à nos entreprises américaines, vous allez obéir aux lois qui nous arrangent, nous, en tant que pays, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la France qui revient dans l'OTAN et l'Union européenne totalement soumise aux États-Unis, etc. Encore une fois, à l'oligarchie des États-Unis. Ouais. Et donc cette démocratie représentative, elle ne marche pas. Alors que si nous avions déjà une démocratie directe, où toutes les lois sont soumises, et ça c'est le cas de la Suisse, toutes les lois, qu'elles soient au niveau de la commune, du canton, donc de la région, ou de la confédération, donc de la nation, elles sont soumises à un vote populaire, où donc on a des référendums tous les 3 mois. Ouais. Sur toutes les lois. 100% des lois sont amenées à la population, la population dit oui ou non, je veux cette loi ou pas. Et si on n'est pas content, on peut même proposer des lois, des contre-projets, ou apporter des lois au Parlement en disant, voilà, nous voulons cette nouvelle loi, personne la propose au niveau des députés, nous on va l'amener. Ouais. Et donc, même en Suisse, on voit qu'il y a des velléités de soumettre la population à cette hégémonie du nouvel ordre mondial, y compris en Suisse, et bien parce que justement la population à chaque fois a voté non à ces lois scélérates qui voulaient nous mettre nous aussi en esclavage, eh bien, ils n'arrivent pas, ou avec beaucoup plus de difficultés, ou alors ils sont obligés de prendre des moyens retors et illégaux et ils se font attraper. Alors, le modèle que préconise Étienne Chouard, il va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il faut, en tout cas en partie, supprimer les représentants du peuple, non plus par l'élection, mais par le tirage au sort, ce qui garantit, par le hasard, une plus grande représentativité et surtout la non-professionnalisation de gens, et donc ça garantit qu'a priori ils sont moins escrocs, parce que dans la population les escrocs ils sont pas nombreux, alors que chez les politiciens j'ai l'impression que c'est un peu la condition sine qua non. C'est ça. Mais bon, il doit bien y avoir 1 ou 2% qui s'en sortent et qui sont honnêtes. Moi je veux pas tous les mettre dans le même panier, mais enfin bon, dans la majorité c'est comme ça, et donc de cette manière on a un vrai contrôle du peuple. Alors après, moi, la grande différence que j'ai c'est la seule différence, mais je suis pas sûr qu'il soit en désaccord avec ce que je vais vous dire. Je pense qu'il faut définir ce que c'est qu'un citoyen. Ça, c'est le seul point pour moi qui est important. C'est-à-dire que si on veut bien faire une démocratie directe et représentative par le tirage au sort, oui, mais à condition qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'un citoyen. Parce que n'importe quel abruti, juste parce qu'il a 18 ans, il est citoyen, je suis pas d'accord. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut un rite de passage qui fait que l'on sélectionne des gens qui ont un certain état d'esprit, qui sont responsables, instruction, et que ce soit pas le dernier des abrutis juste parce qu'il est majeur ou parce que ça justement c'est la porte. Parce que la démocratie, elle a un problème. C'est que moi je prends toujours cet exemple, c'est que par exemple dans un lynchage, le lynchage est très démocratique. Vous avez une personne qui est contre et tous les autres qui sont pour. Ouais. Et donc, si on a par exemple une démocratie où c'est simplement le pouvoir des plus forts ou des plus nombreux, ça ne garantit pas que l'on prenne des bonnes décisions et ça ne garantit pas une certaine forme de moralité philosophique des décisions. Donc, mais ça c'est du détail qui peut se régler. Certainement, c'est un détail qu'on peut régler, alors que la situation actuelle, elle ne peut pas être résolue par la démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui, par le vote. Moi je pense qu'il faut voter, c'est important de passer le message du vote. Mais en dehors de la Suisse, je vois une impasse. Et je vois que même lorsque une situation peut permettre l'élection de gens qui seront un peu mieux que d'habitude, on triche et on leur fait sauter les élections. Et surtout par des moyens électroniques aujourd'hui, où avec le vote électronique, on peut faire ce qu'on veut. Oui, c'est ça le problème. Donc nous sommes dans une situation de très très tendue. Encore une fois, il faut rester sur le message positif dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que nous sommes dans une situation dangereuse, très tendue, à l'aube de guerre civile, de troubles sociaux au minimum. Et moi, je crains que tout ça s'amène, pour les raisons que j'explique dans mon premier livre, vraiment à un effondrement de notre société. Alors, je reste confiant, on va la reconstruire différemment, mais ça va être un passage extrêmement traumatisant, extrêmement violent, qui historiquement se rapproche et se ressemble, à mon avis, à ce qu'a été l'effondrement de l'Empire romain. C'est-à-dire que vraiment, on va retomber sur nos pattes, pour ceux qui retombent sur leurs pattes,
vraiment avec beaucoup de difficultés, mais dans un monde très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et assez rapidement. Ouais. Une transition assez dure et assez rapide. Même ce qu'on vit en ce moment. C'est une hypothèse, j'espère que je me trompe quelque part. Ouais. Mais malheureusement, depuis 5 ans, je vois que tout ce que j'ai écrit dans mon bouquin arrive. Ouais. Et je pense que vous me parlez Pierre Jovanovic aussi, tout ce qu'il a écrit dans ses livres et ce qu'il dit dans ses conférences depuis 5 ou 6 ans, tout ce qu'il dit est en train d'arriver petit à petit. Donc, malheureusement, on n'est pas des devins, on n'est pas des prophètes, on est simplement utilisé un angle d'approche et une certaine logique qui fait que lorsque certains événements arrivent, les conséquences, elles sont relativement inévitables. Même ce qu'on vit en ce moment, c'est pas facile, hein. C'est compliqué. Est-ce que vous avez des projets? Alors, des projets d'écriture, vous allez sortir un livre bientôt? Oui, donc le prochain livre qui sort en juin, qui s'appelle NRBC, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, qui sort je l'ai coécrit avec un ancien responsable du GIGN, de la cellule justement nucléaire, biologique, chimique de la gendarmerie française, donc antiterroriste. Ouais. Donc ça, c'est un premier projet qui aboutit maintenant, qui sort. Je suis en train de travailler sur 2 autres livres. Bon, je n'aime pas en parler si tôt dans le travail, mais je ne vais pas arrêter de sortir des livres qui nous font réfléchir, j'espère, pour aller plus loin et pour nous préparer à... Et bon, je sais jamais si j'arrive à les sortir avant que ça arrive. Qu'il y ait plus de librairie et qu'il n'y ait plus de lecteurs. Bon, j'essaie quand même d'apporter des choses, mais surtout mon projet principal, c'est de m'occuper de mes enfants, de ma famille, de mon potager. J'habite parce que tout ce que j'explique, je le fais. C'est-à-dire que j'habite dans une ferme, je m'occupe de mon autonomie, j'essaie de travailler avec mes voisins. J'essaie de créer des dynamiques au niveau local avec le voisinage, la vallée dans laquelle j'habite ici en Suisse. Ouais. Et puis oui, en Suisse, j'essaie le plus subtilement possible, bien que la subtilité c'est pas vraiment mon fort, de convaincre les politiciens suisses de réfléchir à la sauvegarde de notre pays, de notre démocratie directe, de ne pas la vendre à des puissances étrangères. Et justement de rester dans la neutralité et non pas dans cette mouvance de guerre. On est aussi dans une période d'avant-guerre. On sent que le système a peur et qu'il peut nous envoyer dans une guerre avec la Russie, contre la Russie bêtement, simplement parce qu'ils n'ont pas envie de s'avouer vaincus. Enfin, en tout cas, d'avouer que leur système ne marche plus. Ouais, il faut faire très attention ces prochains mois, ces prochaines années. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site? Oui, alors mon site est piero.com, donc piero.com, c'est écrit à l'italienne. Oui. Mais le plus simple, c'est donc Piero San Giorgio sur Facebook. C'est là où je communique assez régulièrement, quotidiennement, ou sur ma chaîne YouTube, toujours avec le même nom. D'accord. Et voilà. Et j'espère qu'on tous ensemble, on arrive à faire avancer un petit peu les choses. Mais comme vous le dites, il y a quand même une note très positif dans le fait que je vois que je suis passé en quelques années de 5 000 à presque 20 000 personnes qui me suivent tous les jours sur Facebook. C'est ça veut rien, enfin, je prends cet exemple, je suis pas du tout narcissique sur ces choses-là, bien sûr, mais c'est un exemple de la progression très rapide du nombre de gens qui s'intéressent, qui lisent mes livres, livres. Et encore une fois, vraiment, les gens que vous avez cités tout à l'heure, il faut lire leurs livres, il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Ensuite, libre à nous tous de trier, de dire, ah ben non, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. C'est bien qu'on ait notre libre arbitre, et qu'on ait notre capacité de réfléchir par nous-mêmes. Ça, c'est fondamental. Il peut y avoir des divergences, mais bon, l'essentiel est là, en tout cas. Oui, tant mieux qu'il y ait des divergences, tant mieux qu'il y ait des dialogues. Moi, je dis toujours, dialogue avec tout le monde. J'ai des dialogues avec des gens de tendance très très à gauche, très très écolo, mais aussi des gens qui sont qualifiés d'extrême droite. Ça me dérange pas du tout. J'aime bien discuter avec des gens. Et d'ailleurs, je dis toujours, la tolérance, c'est surtout la tolérance de gens qui ont des opinions contraires à la nôtre. Parce que c'est très facile d'être tolérant avec des gens qui sont d'accord avec nous. C'est toujours très intéressant de discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et c'est là où on arrive à avancer, à réfléchir et à se remettre en question. Et surtout pour les jeunes, je dis ça pour les jeunes qui ont été éduqués dans un monde où ils croient avoir toujours raison. Quand j'étais jeune, j'avais aussi toujours raison. mais voilà, donc continuons à réfléchir, à se remettre en question, mais surtout à agir. Marcher dans le bon sens, en tout cas. Marcher dans le bon sens. Oui. Merci Piero San Giorgio d'être passé au micro de Fréquence Évasion. C'était passionnant. On espère vous retrouver prochainement lors de la sortie de votre ouvrage, et puis des autres, en tout cas. Les suivants. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.